Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous rejoindre dans cette émission de PRC-TV, la télévision de la présidente de la République, sur le défi des infrastructures routières au Cameroun. Certes, des avancées remarquables sont enregistrées sur le terrain, avec des linéaires bitumées ou en terre qui se rallongent, mais des voix s'élèvent également des profondeurs du pays pour relever les insuffisances dans les politiques publiques en matière de construction et d'entretien des routes au Cameroun. Lente exécution de certains chantiers, chantiers abandonnés ou mal exécutés, et dégradation préoccupante de certains tronçons du réseau routier existant à travers le pays. On ne va pas oublier également la difficile mobilisation des ressources qui sont toujours insuffisantes. Gouvernance assez insatisfaisante du fait des pratiques qui ne favorisent pas toujours la saine émulation entre les différentes parties prenantes du processus. Toutes ces questions et bien d'autres seront épluchées tout au long de cette émission que j'ai le plaisir de présenter avec Gemda Bwinda. You are welcome. Thank you, Jean-Mathias Kwemeko. We are pleased to have four guests, esteemed guests with us on this program today. I would like to present them to our audience and, of course, tell you who they are, each of them. We have two directors general. To my right, quite close to my co-presenter, is Mr. Michel Mbela Ebubu Jean-Michel. He is the Director General of Infrastructure Works in the Ministry of Public Works here in Yaoundé. To my left is the Director General of Infrastructure Contracts in the Ministry of Public Contracts here in Yaoundé. And to my far left is Chief Executive Officer by name Ndongo Zinga Bruno. He is the CEO of Ogive Engineering Company. And the last of our guests, and not the least important, is Mr. Ngechu Denis. In French, you say Denis. He is a civil engineer, an independent consultant, who has had field experience of over 30 years. That is the panel we have today here on for this program, and we're going to spend about 1 hour, 30 minutes, and we believe that it will be exciting, Jean-Mathias Kwemeko. Merci Gemda Bwinda, merci à nos invités de venir partager leurs expériences avec nous dans le secteur de l'entretien et de la construction des routes au Cameroun. Tout d'abord, je vais vous proposer de suivre attentivement l'évaluation que le président de la République, Paul Biya, faisait le 31 décembre 2024 des résultats auxquels ont conduit les efforts de l'État dans le secteur des infrastructures routières dans notre pays. Mes chers compatriotes, permettez-moi de dire un mot sur le réseau routier. Je suis conscient du sentiment de frustration qui vous habite au regard de la dégradation de nos voiries urbaines et interurbaines. Cette situation, vous vous en doutez bien, a un impact réel sur les activités économiques et est très souvent à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Je puis vous assurer que l'état de notre réseau routier ne reflète pas les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour sa réhabilitation et son extension. Les contraintes en la matière sont connues. Au premier rang de celles-ci, la disponibilité des financements. La pluviométrie vient ensuite. Je n'oublie pas non plus les problèmes de gouvernance qui nécessitent assurément des mesures fermes et diligentes. Et j'y veillerai. Nous allons donner la parole à qui veut la prendre, mais je choisis de commencer par Monsieur le Directeur général des travaux d'infrastructure au ministère des Travaux publics. Votre réaction? Merci, Monsieur Kwemeko, de nous donner la parole. Effectivement, le chef de l'État a dressé un diagnostic de la situation de l'état du réseau, où des efforts sont faits, beaucoup d'efforts sont faits, mais où il persiste beaucoup de contraintes. Et donc, les contraintes ont été énumérées, la disponibilité de financement, la pluviométrie et, en dernier lieu, les problèmes de gouvernance.
Donc, nous partageons cette analyse, c'est la réalité des faits. Et nous pensons qu'au cours de l'émission, nous allons pouvoir apporter plus de développement, plus d'explications. Okay, let us take the opinion of an independent, somebody who is not in government but does business with government. And I'm looking here at the CEO of OGIV. What is your opinion? What does this head of state's message mean to you as an independent? Merci. Déjà, le constat est là. Il est bien posé. Les causes sont également bien identifiées. Nous pensons qu'il y a un effort collectif à faire, à la fois de la part de ceux qui ont la charge le maître d'ouvrage, les autorités contractantes et leurs collaborateurs, mais aussi de la part des entreprises et des missions de contrôle qui devraient accompagner donc le mouvement. Monsieur Paldou, vous êtes le directeur général des marchés d'infrastructure au ministère des marchés publics. Vous avez certainement un regard sur ce que le chef de l'État vient d'observer. Bien sûr, nous partageons entièrement ce constat parce que, au-delà d'être dans l'administration, nous sommes également des usagers des routes qui sont entretenues et nous sommes également des bénéficiaires de tous ces travaux-là. Et ces plaintes, nous les partageons. Beaucoup d'efforts sont faits, beaucoup de routes sont construites, beaucoup de travaux d'entretien sont entrepris, mais il demeure que tout cela est insuffisant, n'est-ce pas, pour répondre aux attentes des populations, des usagers que nous sommes. C'est un constat réel, évidemment. Est-ce que vous êtes interpellé par cette observation du chef de l'État en tant qu'autorité qui passe les marchés, qui gère les appels d'offres? Bien entendu. Je voudrais quand même tout de suite apporter la précision que nous ne sommes pas l'autorité qui passe les marchés. Les marchés sont passés par les maîtres d'ouvrage qui sont les autorités contractantes. Le ministère des marchés publics est l'autorité des marchés qui organise, assure le bon fonctionnement des systèmes de marchés publics dans leur ensemble. Donc ces marchés sont passés par les maîtres d'ouvrage. Mais le constat, oui, est réel. Ça peut provenir des problèmes également qui proviennent, n'est-ce pas, de la passion des marchés et nous les aborderons. Monsieur Nguetchoudeni, votre réaction rapide sur cette observation du chef d'État? Oui, le constat est clair. Il y a des problèmes réels avec les routes dans notre pays. Comme l'a dit mon copanéliste de gauche, les efforts sont faits. Ces efforts, on peut le voir à travers les chantiers qui sont sur l'ensemble du territoire. Seulement, l'état d'avancement de ces chantiers nous amène à nous poser des questions. Donc, nous espérons que durant cette émission, des solutions seront apportées. But you are an actor in that particular domain. As a consultant, you have had to work with so many companies, SMEs like big companies. What have you found that is a problem and which has probably provoked the head of state to be this hard to talk about the paradox of road construction, road maintenance in Cameroon? Oui, s'il faut se questionner sur la situation des routes au Cameroun, il faudra commencer par la cartographie du processus de route, qui va de l'étude qui aboutit à la production d'un dossier de consultation des entreprises. Par la suite, on passe le marché à travers l'appel d'offres, soit appel d'offres ouvert, restreint ou les gré à gré, parce que c'est les étapes prévues dans le code des marchés. Par la suite, quand les entreprises sont choisies, entreprises de mission de contrôle, on passe à l'exécution. Les travaux sont exécutés et contrôlés. Et à la fin des travaux, lorsque les réceptions sont finies, normalement, on doit mettre en œuvre la deuxième partie qui est l'entretien.
Donc, il faut qu'on questionne toutes ces étapes du processus et pour voir où est-ce qu'il y a le problème. Donc, pour un début, tout le monde, toutes les parties, tous les intervenants ont des choses à revoir dans la situation actuelle des routes. Merci, M. Nguetcho. Gamda, on va certainement revenir sur tous ces aspects qu'il a relevés. Le temps pour nous de proposer à nos panélistes une synthèse, une analyse qui est portée par notre collègue sur les défis des infrastructures routières dans notre pays. Loris Clet, Adian. La loi des finances pour le compte de l'année 2025 a fait la part belle au ministère des Travaux publics, soit 611,49 milliards de francs CFA de crédits de paiement, dont 500,84 milliards de francs CFA pour l'investissement, 50 milliards de francs CFA pour le fonds routier et 43,5 milliards de francs CFA de loyers partenariat public-privé. Les financements extérieurs se sont chiffrés à 251,90 milliards de francs CFA contre 233,287 milliards de francs CFA de ressources internes à gestion centrale. Selon les responsables du ministère des Travaux publics, ces ressources budgétaires ont permis de conclure 83 marchés de travaux et de maîtrise d'œuvre pour une allocation d'environ 549 milliards de francs CFA. 30 contrats répartis à travers le territoire ont porté sur l'entretien et la réhabilitation des routes, 9 contrats pour les ouvrages d'art ou de traversée, 15 contrats pour la construction des routes. On apprend par ailleurs des mêmes sources que 38 autres contrats, encore en process, seront conclus incessamment. Au total, les services du ministère des Travaux publics affirment que 11 projets de construction, de réhabilitation et d'entretien des routes ont été achevés pour un linéaire total de 227,42 km et un montant de 115 milliards de francs CFA. En outre, selon les mêmes sources, 4 projets d'ouvrages d'art de franchissement ou de traversée de grande ou de moyenne portée ont été menés à terme pour un coût total de 3,36 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des travaux en régie, 8 projets ont été achevés sur un linéaire de 775,2 km à 39,956 milliards de francs CFA. Pour les travaux actifs, on affirme au MINTP que certains projets ont connu des avancées dans leur réalisation. Il s'agit de 15 projets de construction des routes pour 563,96 km et 478,85 milliards de francs CFA, de 18 projets de réhabilitation des routes bitumées pour 1859,401 km, dont 1437,71 km en entretien confortatif pour 285,32 milliards de francs CFA, de 7 projets d'entretien des routes bitumées pour 717,29 km et de 11 projets d'entretien des routes en terre pour 767,43 km pour 12,19 milliards de francs CFA. On apprend par ailleurs que 11 conventions de partenariat pour l'entretien des routes en terre ont été conclues avec les sociétés forestières portant sur 1383,28 km pour un coût de 3,99 milliards de francs CFA. 7 projets de route pour 1105,1 km et d'ouvrages d'art ont été exécutés en régie pour 39,483 milliards de francs CFA, ainsi que 16 projets de construction des ouvrages d'art pour 55,655 milliards de francs CFA.
Malgré tous ces chantiers, les Camerounais, pour leur part, ne semblent pas se satisfaire de l'état du réseau routier de leur pays. Pour eux, comme le relevait encore le chef de l'État Paul Biya dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024, ce réseau ne reflète pas tout à fait les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour sa réhabilitation et son extension. À titre d'illustration, les grands travaux annoncés, notamment la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, la route à Komde-Kribi, certains tronçons de la nationale numéro 1, Ngaoundéré-Garoua et Mora-Kousseri, pour ne citer que cela, n'ont pas connu d'évolution notable au cours de l'année qui s'achève et continue de constituer de sujets de grande préoccupation pour les usagers. La question des routes devant être prise en compte par les collectivités territoriales décentralisées est, quant à elle, loin d'avoir trouvé une solution durable. La conséquence en est que d'importants bassins de production, de nombreuses localités dans les régions souffrent d'un enclavement qui hypothèque gravement leur développement. In fine, les défis en matière de construction et d'entretien des routes sont très interpellants. Ils interpellent à la fois les collectivités territoriales et l'État. S'agissant justement de l'État, les Camerounais espèrent vivement que le MINTP, son bras armé en matière de construction et d'entretien des routes, qui va encore bénéficier d'une des enveloppes les plus consistantes du budget, travaillera dans le sens d'améliorer substantiellement l'état du réseau routier national ou tout au moins de faire avancer de manière significative les projets en cours. Merci Loris, Claire Adjan. Beaucoup de chiffres, beaucoup de linéaires également qui ont été réalisés, mais pourtant des problèmes restent. Ganda Bouina. Yes. As a viewer from home, what comes to mind is that there are roads all over Cameroon that are being developed and a lot of money being invested. And I would like to ask the very first question to Mr. Mbela Ebumbu Jean-Michel. What are the government's priorities in terms of national road development and maintenance? Let us begin from there. Thank you, Mr. Gemda Bouinda. Allow me to answer in French. La politique du gouvernement en matière de construction de routes, c'est dans un premier temps la densification du réseau bitumé. Le gouvernement envisage de passer de 0,32 km pour 1000 habitants à 0,48 km pour 1000 habitants sur la décennie 2020-2030. Concrètement, cela veut dire quoi? Concrètement, cela veut dire que le gouvernement envisage de bitumer 6000 km de nouvelles routes sur 10 ans. Le gouvernement envisage dans le même temps de réhabiliter 3000 km de routes déjà bitumées et de maintenir l'ensemble du réseau routier. Peut-être il faut rappeler que le réseau routier aujourd'hui, c'est 121 000 km, dont seulement 10 500 sont bitumés. Environ 9%. Environ 9%. Et ça, c'est déjà une première difficulté parce que vous savez que les routes en terre sont sensibles aux aléas climatiques. Ce qui fait qu'en saison de pluie, nos routes souffrent. Et je ne veux pas évoquer aussi parfois l'incivisme de certains usagers qui aggrave la situation parce que les gens roulent par temps de pluie. Donc, pour revenir aux moyens mobilisés, effectivement, les moyens mobilisés sont importants. En 2024, le budget du ministère des Travaux publics était de 568 milliards. En 2025, il est monté à 638 milliards. Et cette année 2026, nous sommes à 651 milliards. Ça veut dire sur 3 ans, on a mobilisé plus de 1850 milliards pour le ministère des Travaux publics. Mais ce budget permet de réaliser des travaux. Nous avons pour objectif en 2025 de bitumer environ 480 km de nouvelles routes. Le pointage qui a été fait en juin, nous étions déjà à plus de 260 km de nouvelles routes bitumées. Donc, le travail est fait sur le terrain, mais il faut relever que ces moyens, certes importants, ne permettent que d'adresser
30 à 40% des besoins des populations. Vous savez, la route, c'est l'épine dorsale du développement économique et social. Tout le monde a besoin de la route, ce qui fait que les besoins sont très importants. Les besoins en matière routière sont très importants. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais avec les ressources disponibles, nous adressons à peu près 40% des besoins. Ça veut dire qu'annuellement, nous avons à peu près 12 000 km de routes qu'il faut entretenir dans l'urgence. Nous pouvons faire entre 4 000 et 5 000 km d'entretien routier. Voilà. Just a slight precision before my colleague takes over. You talked about the development of asphalted roads, 6,000 kilometers of asphalted or tarred roads in 10 years, but you didn't give us the start date and the end date. Oui, entre 2020 et 2030. Monsieur Paldou, lorsque vous suivez le reportage de notre collègue, il y a tellement de chiffres, il y a tellement de linéaires. Vous êtes au ministère des Marchés publics. Est-ce que vous reconnaissez que ces dossiers-là sont passés par chez vous? Bien entendu, parce que les marchés des travaux routiers sont des marchés d'envergure qui sont du seuil des commissions centrales. Ces marchés passés passent forcément par la revue a priori des commissions centrales qui sont placées auprès du ministre en charge des marchés publics. Mais je voudrais ajouter à ce que mon collègue des travaux publics a dit, la demande est forte, elle est grande par rapport à l'offre, ce que l'État est en capacité, n'est-ce pas, d'offrir en termes de budget, même s'ils paraissent colossaux. La demande est partout, dans toutes les régions, dans tous les villages à la fois, mais la disponibilité financière ne peut pas permettre de couvrir les besoins. C'est pour cela qu'il faut maintenant se retrouver dans une situation où il faille acquérir ces travaux, n'est-ce pas, au moindre coût, dans les conditions économiques les plus avantageuses, pour qu'avec peu, on fasse, n'est-ce pas, beaucoup. L'IDR dont il a parlé, c'est des prévisions. Il arrive parfois qu'en passant les marchés, on optimise les coûts pour qu'on réalise davantage, parce que ça arrive très souvent, que ce qui est prévu. Et cela, c'est grâce, n'est-ce pas, à la passion des marchés, où il faut donc appliquer les règles, les procédures qui permettent d'acquérir ces travaux-là au moindre coût, dans des conditions économiques qui paraissent la plus avantageuse possible pour l'État et ses démembrements. C'est donc en cela le rôle, n'est-ce pas, du ministère des Marchés, accompagner les maîtres d'ouvrage pour s'assurer, n'est-ce pas, que ces travaux sont acquis conformément aux procédures, mais dans des conditions avantageuses économiquement parlant pour l'État. Ça, c'est la fonction première, n'est-ce pas, de la passion. Mais est-ce que le volet moins-disant aide l'État à réaliser des œuvres, des ouvrages durables pour le pays et pour les populations? Effectivement, quand on parle des conditions économiques avantageuses pour l'État, les gens pensent tout de suite au moins-disant qui ne permet pas, n'est-ce pas, de réaliser des travaux de qualité. Mais les acquisitions ne sont pas faites au moins-disant. Vraiment, avant le moins-disant, il y a des conditions techniques à remplir par les administratifs, les soumissionnaires, qu'on évalue. C'est quand, au plan technique, au plan administratif, les entreprises sont déclarées ou bien évaluées capables de le faire, qu'on recourt maintenant au choix du moins-disant parmi ces entreprises techniquement qualifiées. Et, nous tenons toujours à faire cette précision parce que tout de suite, quand on parle de marché, les gens voient le moins-disant. À côté du moins-disant, il y a également le mieux-disant. Ça, c'est la précision qu'il faut faire. Donc, que l'opinion sache qu'on ne recourt pas uniquement au moins-disant, mais aux soumissionnaires ayant présenté l'offre technique qualifiée et maintenant à l'offre évaluée la moins-disant. Donc, il y a tout un processus avant d'arriver à cela. Merci, Monsieur Paldou. He was talking here about the
number. You said it was an impressive number when talking about demand. Yes. Okay, and again, you went into selection of who is supposed to do what in terms of the road construction. My precise question is, how is that selection done? Okay, the selection is done through open tenders, open call to tenders by the project owners. But before coming to this state, there are some works done before. We have the maturation of projects. It is done by the project owner. That is studies related to the project. If at this level it is not well done, it will impact negatively on the award process. And there is also the programmation. You have to set a program of this project, and the contracts have to be awarded at the due date. That is, at the date they're supposed to be awarded before coming to this state. All these steps are conducted by the project owners. And if this project or this contract are under the control of a control board of Ministry of Public Contract, they come and they just control there. And it could also be some complaints within the process, and the Minister of the Public Contract is also there to solve this complaint, this litigation, and so on. That is our role, beside the role of the project owner who conducts the process from the beginning to the end. I will come back to that. Monsieur Ndongo, vous êtes ingénieur de génie civil, vous êtes aujourd'hui installé, j'allais dire en clientèle privée, mais vous êtes un consultant. Lorsque vous avez suivi le reportage, est-ce que on ne peut pas, parce que malgré tout ce qui a été réalisé, les plaintes continuent de s'élever. Est-ce qu'on ne peut pas quelque part remettre en cause la phase étude des projets, les études techniques des projets? Alors, merci de me poser la question. Cela m'amène à poser le problème sous plusieurs angles. En réalité, on parle de travaux routiers, on parle de réhabilitation, on parle d'entretien. Les trois concepts ne peuvent pas se mélanger, ne peuvent pas se voir de manière unique. Il faut dire que les travaux routiers, les travaux neufs, c'est des routes qui n'existaient pas et qu'on construit. Et en général, c'est le plus gros de l'enveloppe. Maintenant, vous avez deux autres genres de projets qui rentrent en jeu. Vous avez des travaux de réhabilitation. De quoi s'agit-il? Je vais vous prendre notre axe lourd, Douala-Yaoundé, et la route Kribi, doit aider à Kribi. C'est des routes qui ont été construites à un certain moment, avec des données techniques en leur temps, et qui avaient des durées de vie de 30 ans, de 40 ans. Conçues dans les années 80. Hein, oui, et aujourd'hui, en réalité, ces routes sont fatiguées. S'ajoute à cela le fait que l'économie a évolué. Nous avons un nouveau port qui est né à Kribi, un port en eau profonde, et nous avons le port de Douala qui est devenu un port qui a pris de l'ampleur en termes de tonnage, de marchandises à évacuer. Tout cela passe sur cette route-là. Vous allez remarquer que quand vous allez à Douala maintenant, au niveau du pesage des DA, vous avez vu l'engorgement qu'on a en termes de gros porteurs là-dedans. Les gros porteurs viennent à la fois de Kribi et de Douala. Et ces gros porteurs vont passer sur la route, l'axe lourd.
L'axe lourd étant donc désormais un axe qui prend des charges largement au-dessus de ce qui avait été prévu. Ensuite, un axe qui est fatigué en réalité. Il faut donc parler de reconstruction même, c'est-à-dire qu'il faut aller plus loin que la réhabilitation. Mais monsieur Ndongo, qu'est-ce qu'on fait dans d'autres pays? Alors, dans d'autres pays, on reconstruit les routes chaque année, tous les 20 ans et tout. On a l'impression que là-bas, les routes sont faites pour durer. Non, les routes sont toujours faites pour durer, mais toute route dans tous les pays, toute route a une durée de vie. Et il faut s'attendre à ce que quand cette durée de vie est atteinte, qu'on fasse des travaux qui permettent que, avec les nouvelles conditions économiques et techniques, que la route soit bien reconstruite. Allez faire du rafistolage, vous allez être rattrapé plus tard. Someone might ask you that you are saying that this government service or services that is in charge of forecasting, what you call in French prévision, is not doing its work, because if Kribi has developed, Douala has developed, I mean the two ports have developed, we would have seen that there will be a heavier traffic. So where is the fault? Is the fault at the level of at the word of contracts and the type of contractors that are supposed to manage those roads, or the problem is at the level of forecasts? Bon, je voulais d'abord expliquer comment arriver à appréhender le problème. De manière synthétique. Avant maintenant d'aller voir qu'est-ce qui doit être fait à gauche ou à droite. Vous voyez, on a construit maintenant la route qui part de Yaoundé pour Bafoussam. Non, pour Bafoussam. Okay. C'est une route qui est neuve, nouvellement construite. Cette route-là, dès maintenant, il faut penser à l'entretenir. Pour que la route dure, il faut penser à l'entretenir, il faut penser à la préserver dès maintenant. Il ne faut pas attendre que la route se fatigue, parce que chez nous, dans le génie civil, dès que vous commencez à voir l'apparition d'un certain genre de trou sur la route, c'est que la route est fatiguée. Et si vous fermez le trou que vous avez vu, un autre va se mettre là. Donc, il faut entretenir la route de telle manière que le niveau de service reste constant pendant toute la durée de vie, et qu'au moment où la route est fatiguée, on a pris des dispositions à ce moment-là que vous parliez de programmation pour intervenir et faire donc des travaux suffisamment importants pour redonner à cette route-là encore 30 ou 40 ans de vie. Et c'est pour ça que vous voyez les routes durer longtemps, parce qu'on a fait ce travail de prévision. Mr. Ngechu Deni, I saw you reacting and nodding your heads. You wanted to compliment or to add some information to what has just been said by the CEO? Oui, je voudrais intervenir d'abord par rapport à ce qu'a dit le directeur général. C'est vrai que tous les marchés sont passés par appel d'offres. Le processus est clair, le processus est connu. La difficulté, c'est qu'il y a des malins qui réussissent à passer souvent au niveau des maillons faibles. Donc nous pensons, et l'autre chose, c'est que les critères d'évaluation, il y a des critères d'évaluation qui parfois ne sont pas très bien durcis pour sélectionner les meilleurs. Parce que c'est vrai, le moins 10 ans, oui, mais celui qui a passé l'étape de l'analyse technique. Mais il faudra que celui qui réussit à passer, que le tamis ait vraiment choisi le meilleur. Et c'est là le problème. Et quand vous avez une mauvaise entreprise, on ne doit pas être surpris du résultat. Donc il faudra qu'au niveau de la sélection, que les critères qui sont établis dans les dossiers d'appel d'offres soient vraiment bien regardés, bien nettoyés, pour être sûr qu'à la sortie, on aura une entreprise digne de donner un résultat obtenu. Maintenant, pour la suite, les travaux démarrent toujours par des études. Et les études prescrivent des solutions. Pour les travaux neufs, il y a une construction. Pour l'entretien, parce que quand on finit de construire la route, il y a un manuel d'entretien qui est généralement fourni au maître d'ouvrage. Ce manuel donne les cadences d'entretien, les types d'entretien. Parce qu'on peut dire, les 5 premières années,
Ça peut être le nettoyage, on nettoie, s'il y a une rigole bouchée, on débouche et on surveille la route. Après, quand on passe à 10 ans, on prescrit un autre type d'entretien. Si l'entretien de 5 ans n'est pas fait, parce que l'entretien de 5 ans qui conditionne l'entretien de 10 ans. Si rien n'est fait, et qu'après 10 ans, on vient faire ce qu'on devait faire les 5 premières années, ça ne marche pas. C'est comme un malade à qui on donne un mauvais médicament. Donc, quand les programmations sont faites avec les activités qu'il faut mener, il faut que ça soit respecté. Ce n'est que ça qui peut garantir que nous ayons une route qui dure. Et c'est de ça que le président parle. Monsieur le directeur général des travaux d'infrastructure au ministère des Travaux publics, qu'est-ce qui est fait pour que le choix des entreprises adjudicataires soit le meilleur choix pour la réalisation des travaux qui sont retenus? Ok, merci Monsieur Koumeko. Peut-être avant d'arriver au choix, je voudrais un peu revenir sur le processus de maturation de nos projets pour dire qu'il y a au préalable une maturation technique. Ça veut dire que le maître d'ouvrage, en l'occurrence le ministre des Travaux publics pour ce qui est du réseau des routes nationales et des autoroutes, procède à des études d'avant-projet. Ces études planifient ce qui doit être fait. Certes, il y a des niveaux d'incertitude en fonction du niveau d'étude dans lequel on se trouve. On a des études d'avant-projet sommaires où le niveau d'incertitude peut aller de 20 à 30%. On a des études d'avant-projet détaillées où on ramène le niveau autour de 10 à 15%. Et pendant l'exécution des projets, nous avons également des études d'exécution. Donc, lorsque nous faisons ces études, nous planifions également la passation des marchés. Et le dossier d'appel d'offres comporte les critères que les potentiels candidats doivent respecter pour pouvoir être attributaires de ce marché. Et je voudrais revenir sur la notion de moins 10 ans que le DG Paldo évoquait tantôt, parce que c'est souvent une notion qui prête à confusion. Le moins 10 ans n'est pas le moins cher. Le moins 10 ans est l'entreprise qui est d'abord qualifiée techniquement et qui présente dans l'offre la plus avantageuse économiquement. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse cette confusion. L'opinion publique a tendance à penser que quand on dit moins 10 ans, c'est que parmi les soumissionnaires, on va prendre celui qui a le moins cher. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a eu des études. Lorsque nous faisons des études, nous avons une projection sur le coût d'exécution des travaux. Et donc, lorsqu'on reçoit des offres, on analyse d'abord celles qui sont qualifiées techniquement. Et parmi celles-là, on prend donc l'offre la mieux disante. Donc, ça, c'était pour la maturation technique. Maintenant, oui, pour le choix des entreprises, il y a donc ces critères. Et nous passons par des commissions de passation des marchés. Nous avons des sous-commissions d'analyse. Si les choses se font telles que le dossier d'appel d'offres est monté, si on respecte la procédure, idéalement, on devrait arriver à la meilleure entreprise. Mais il faut aussi relever que les entreprises ne disent pas toujours aussi la vérité dans leur dossier d'appel d'offres parce que c'est un peu déclaratif. L'entreprise déclare, j'ai fait tels travaux, j'ai fait... C'est vrai qu'on procède à des vérifications, mais il peut arriver que ce soit peut-être une entreprise étrangère et on n'a pas peut-être le temps nécessaire parce que tout ça, les délais sont aussi bien compris. Le DG Paldo pourra peut-être donner des précisions. L'analyse dure un certain temps. Après l'analyse, le dossier, par la sous-commission, le dossier va au niveau de la commission qui approuve ou rejette le rapport. Lorsque le rapport est approuvé, pour les marchés des travaux publics qui généralement sont au-dessus de 5 milliards, nous allons en commission centrale de contrôle qui examine aussi le rapport d'évaluation des offres. Et généralement, pour les travaux que nous faisons, qui sont les constructions routières, nous avons des partenaires techniques qui nous accompagnent, partenaires techniques et financiers, les banques de développement. Et le dossier va également à la non-objection chez eux. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs tamis qui font à ce que, idéalement, on doit arriver sur la meilleure entreprise parmi celles qui ont postulé. And so where's the problem? I think that is the question. Where is the problem? We're looking here at Cameroonians using the road. And at the end of the day, they see that the means, as the head of state himself has said, the means put at the disposal of enterprises to do roads do not deliver the goods that they expect that this money should give them. And the head of state has said it. So where is the problem? Let me put that question to both of you. You may want to start. OK. Il faut aussi peut-être revenir sur la nature des travaux exécutés, parce que cela a été évoqué tantôt. Les routes sont construites
pour une durée de vie bien connue. Généralement, c'est entre 15 et 20 ans que nous construisons les routes. Et tel que cela a été dit, dès la construction, il faut commencer un entretien minimal. Mais nous connaissons aussi le contexte dans lequel nous évoluons. Vous connaissez le contexte économique. Vous savez qu'on a des contraintes budgétaires, ce qui fait qu'on ne peut pas toujours commencer ces entretiens lorsque cela est nécessaire du fait du contexte économique que nous vivons. Donc, généralement, on diffère un peu l'entretien avec les conséquences que cela a. Lorsque la route atteint sa durée de vie, il faut pouvoir réhabiliter immédiatement. Mais lorsque nous n'avons pas la ressource, nous cherchons à être inventifs. Le ministre des Travaux publics a créé un concept d'entretien confortatif qui essaye de combiner les tâches d'entretien courant et périodique et les tâches de réhabilitation. Mais jusque-là, pour dire la vérité, les moyens nous font défaut pour pouvoir réhabiliter toutes nos routes au bon moment. Merci, monsieur le directeur général. That's a word. Oui, monsieur Ngechou. Très rapidement. Oui, ce que je peux ajouter, c'est que les efforts devront être faits dans le choix des membres des commissions. Parce que c'est là le premier acte qu'on pose. Pour être sûr qu'au sorti de là, nous aurons la meilleure entreprise, le meilleur prestataire. Des enquêtes de moralité, par exemple. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme on me l'a dit le directeur général. Très souvent, les éléments sont... C'est une analyse des papiers, des documents. Et on a vu des chantiers abandonnés ici par des entreprises étrangères qui, au terme, n'étaient pas de véritables entreprises. Donc, si on peut pousser un peu plus loin les vérifications des éléments produits, peut-être ça nous permettra d'éviter à recruter des entreprises qui ne sont pas capables de donner satisfaction. Pour aller même dans le même sens, vous savez, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Effectivement, des investigations sont souvent faites. Nous saisissons souvent nos représentations diplomatiques à l'étranger pour demander des informations sur certaines entreprises. Mais c'est toujours l'homme qui est à la base de tout. C'est l'homme qui va vous donner ces informations. Donc, il faut, comme il a dit, que l'action l'action humaine s'améliore pour que nous arrivions à des attributions meilleures. Genda Bindra, il faudrait qu'on observe une petite pause. Exactement. Avant de continuer, et nous allons revenir dans quelques instants seulement. Bon retour sur le plateau de PRC-TV, la télévision de la présidence de la République du Cameroun. Aujourd'hui, une émission spéciale sur le défi des infrastructures routières au Cameroun. Nous allons parler des prestations des entreprises qui sont retenues pour réaliser un certain nombre de travaux sur l'ensemble du territoire national. Le niveau de qualité des prestations est en question aujourd'hui. Monsieur Ndongo, vous, comme observateur de l'extérieur de l'administration, comment vous appréciez la qualité du travail qui est offerte par les entreprises qui réalisent les projets d'entretien routier dans notre pays aujourd'hui, de manière générale? Bien, en tant qu'ingénieur de génie civil, je voudrais dire qu'il y a parfois des choses qui sont remises en question dans la manière de faire la route. Mais je crois que pour répondre à cette question de manière plus simple, il faut dire que chaque entreprise a des cahiers de charges qu'elle doit respecter. Lorsqu'on lui signe un marché, on lui donne un cahier de charges. Et on met autour de l'entreprise ce qu'on appelle une mission de contrôle. Des gens qui doivent contrôler le travail que l'entreprise fait. Et au-delà de la mission de contrôle, il y a au-dessus un encadrement de projet. C'est-à-dire qu'une équipe projet du maître d'ouvrage. Donc, il y a des contrôles à plusieurs niveaux qui sont qui devraient être exécutés de telle manière qu'on ne voit pas les défauts. Vous avez l'équipe projet, vous avez
la mission de contrôle. Vous avez même le MINMAP qui envoie ses contrôleurs voir ce qui a été fait sur le terrain. Donc tous ces acteurs de contrôle-là ont été mobilisés pour que si l'entreprise s'amuse à mal travailler, l'entreprise sera immédiatement rattrapée par son mauvais travail et devra reprendre. Donc, pour moi, ce ne devrait pas être le problème. Le problème est que chacun doit pouvoir jouer son rôle pour qu'on ait la meilleure qualité. Monsieur Paldou. Ok, je dirais pour commencer que la qualité ne doit pas s'apprécier juste au moment de l'exécution. La qualité se conçoit. La qualité se prépare en amont. Il faut commencer à assurer la qualité dès la maturation du projet. Quand vous avez un projet qui est mal maturé, qui a déjà, n'est-ce pas, des défauts congénitaux, il va de soi que ça va impacter la qualité lors de l'exécution. La qualité se conçoit également pendant l'attribution du marché. Si on procède à une mauvaise sélection des entreprises, si les membres sont complaisants, ça va impacter la qualité. Maintenant, au niveau même de la rédaction du contrat, le contrat qui comporte le cahier des clauses administratives, le cahier des clauses techniques et tout ce qui accompagne, si cela n'est pas clair de manière à assurer, à garantir la qualité, il va de soi qu'il y aura maintenant un problème de qualité. Bon, maintenant, l'appréciation qui est la nôtre s'agissant de la qualité, c'est que c'est mi-figue, mi-raisin. Il y a des entreprises qui se démarquent du lot, qui assurent des travaux de bonne qualité. Mais malheureusement, il y en a aussi, ça semble être la plupart des cas, des entreprises qui réalisent donc des travaux de qualité qui ne sont pas celles souhaitées, à cause, donc, entre autres, de l'insuffisance du suivi par les organes du maître d'ouvrage, par le maître d'œuvre et les autres acteurs qui interviennent, n'est-ce pas, dans le contrôle de qualité. Il y a des faiblesses, malheureusement, de laxisme, disons-le, qui peut également justifier que certains travaux ne sont pas de qualité souhaitée. This is going to be an open question to all of you because I'm trying to put a finger on where the real problems that provoked the head of state to make the statement he made on the 31st of December 2024, which is that it's a paradox. There's a dichotomy between what he gives out and what he sees as results on the field. These roads are at least done for the public. If these roads are done for the public, somewhere along from the contract award down to the execution, we see an element of governance that comes from the public itself. Where do you involve the public? It looks like this is a top-down kind of approach in terms of road construction and maintenance. Where do you put the public? Where is the public involved at this area, in all of this? If you build a road in my area, my council or my people are going to say, this is not well done, and the report will come back to you, the contracting officer, or to the Minister of Public Service. Where is the public in all of civil society? En d'autres termes, quelle est la place de la population dans la conception du projet de développement routier dans leur localité? Le principal objectif de l'action gouvernementale, c'est la satisfaction des populations. C'est améliorer le bien-être des populations. Donc, en réalité, tout ce qui est fait, c'est pour améliorer le bien-être des populations, les conditions de vie des populations. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, des projets, c'est des activités dynamiques. Il peut arriver que, lors de la conception, s'il faut commencer par là, il peut arriver des insuffisances, mais ça reste marginal. C'est-à-dire que s'il faut regarder en termes de proportion, de mon point de vue, en termes de qualité, sur 100 projets, on peut dire que
60 à 70% n'ont pas de problème de qualité. Okay. C'est vrai qu'il reste une marge importante. Vous me direz 30 à 40%, ça reste important. Donc, c'est là où nous devons travailler pour améliorer, pour que nous puissions arriver à 100% de qualité. J'essayais de justifier ce qui peut entraîner des problèmes de qualité en disant que dès la conception, lorsque nous faisons des études, je prends un exemple, nous faisons des études d'avant-projet détaillées, nous faisons des sondages géotechniques, nous les faisons peut-être tous les 500 mètres. Il peut arriver que dans l'intervalle où on n'a pas fait de sondage, il y ait quelque chose qu'on n'a pas découvert qui vienne modifier la prestation qui était envisagée. Mais tout ça, ça reste marginal. Mais comme il faut examiner tous les cas de figure, c'est pour ça qu'on évoque cela. Le DG Paldou l'a dit, peut arriver qu'on sélectionne une mauvaise entreprise. Ça veut dire qu'à l'exécution, elle ne sera pas à la hauteur des tâches à exécuter. Il peut arriver que la mission de contrôle soit complaisante. Ça veut dire qu'elle ne fait pas correctement son travail. Parce que ce qu'il faut aussi souligner aujourd'hui dans notre système, nous avons privatisé l'exécution des travaux. Ça veut dire que généralement, c'est une entreprise privée qui exécute les travaux et elle est contrôlée par une autre entreprise privée qui est la mission de contrôle. We'll come to privatization, we'll come back to that. Okay. But I wanted Mr. Ngachu Denny, Ngechu Denny, sorry for miscalling your name, to react to what we have just said. Is control done the way it is done? You have over 30 years of experience. What can be done so that the control is effective and so that Cameroonians can have the roads they deserve? Merci. He gave us percentages, 60, 70%. On a dit pour avoir la qualité, il faudra commencer par le début, au niveau des études. Que les études soient bien faites et que les moyens soient donnés pour que les études soient faites pour minimiser les risques. Par la suite, il faut choisir la bonne entreprise. On a parlé de la qualité. Oui, on se rend compte que beaucoup d'entreprises qui donnent satisfaction ont en interne des services qualité. C'est des obligations. Donc, si on peut, il y a des appels d'offres qui instaurent ça parfois comme des critères éliminatoires. Il faut que ces entreprises aient des certifications. Là, on est sûr qu'on va arriver aux qualités. Maintenant, à l'entretien, vraiment, il faut que chaque chose soit faite quand il faut le faire. Mais il y a le nerf de la guerre, le paiement des factures. Parce qu'une entreprise qui n'est pas payée, qui a des prestations qui ne sont pas payées, très souvent se retrouve à baisser les bras. Donc il faudra que le travail soit fait quand il faut le faire et que les factures adressées à l'administration qui est le client soient payées à temps. Oui, que ça soit payé à temps. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des chantiers aujourd'hui abandonnés parce que les entreprises sont à bout de souffle. Monsieur Ngechu, on va revenir sur toutes ces questions dans la suite du programme. Le temps pour nous de revenir sur la place des petites et moyennes entreprises de travaux publics dans ce secteur d'activité dans notre pays. And there are so many of them. Gem Dagbouna a essayé une analyse sur cette question. Cameroon's roads are crumbling. 75% of over 120,000 kilometers need urgent fixes. But local civil engineering heroes like Route d'Afrique, Share Systems, Carrier d'Afrique, and Société Burns, just to name these key players, are stepping up construction and maintenance in Cameroon, leading upgrades despite the tough odds. It is projected that these SMEs will drive over 200 of the contracts awarded by the Minister of Public Works for nearly 2,500 kilometers of roads by 2027. In Douala, for example, Route d'Afrique has 200 staff which recycle asphalt for multi-million CFA francs projects. In Yaoundé, Share System builds bridges and urban arteries, partnering with the World Bank.
Burns, boasting 500 plus employees and 13 billion CFA francs turnover, handles maintenance nationwide, creating jobs, boosting local economies, and pioneering sustainable practices like drainage and aggregate production. Challenges persist. 27 contracts were cancelled from 2019 to 2024 over funding and gear stoppages, plus diesel wars, climate heat, and payment delays. Worthy of notice that no laws by SMEs, Law number 2010/020 fuels leasing for equipment, while 2025 subcontracting rules mandate local SMEs to have 40% shares in big jobs and 30% advances for cash flow from big companies. Such reforms and partnerships could thus unleash the potential of SMEs in Cameroon and boost road construction and maintenance in the country. Nous revenons sur une préoccupation essentielle, la place des petites et moyennes entreprises dans la réalisation des travaux d'entretien et de construction de nos routes. Est-ce que les petites et moyennes entreprises de travaux publics méritent toute la confiance que le gouvernement essaie de leur accorder aujourd'hui? La réponse à qui veut prendre la parole? D'abord, monsieur le directeur général. Ok, bien sûr que les PME camerounaises méritent et doivent mériter davantage de la confiance que le gouvernement leur accorde. Elles ne sont pas absentes du paysage. Vous avez pu citer quelques entreprises, Burns, Mag, Roudaf, chez Système. Il y en a. Et c'est vrai que l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir encore plus de champions nationaux qui pourront même exporter leur expertise. Et tel que les appels d'offres sont faits, les appels d'offres sont ouverts, l'accès à la commande publique est libre. Il y a, ça c'est les principes, hein. Il y a l'égalité de chance de tous les candidats. Donc, nous avons de plus en plus recours même à la préférence nationale dans les appels d'offres que nous lançons au ministère des Travaux publics, parce que nous voulons effectivement pourvoir un tissu d'entreprises nationales compétentes et qui pourront exporter leur expertise. Monsieur Paldou. L'un des objectifs des marchés publics déclinés par le chef de l'État à travers le code qui est repris dans la SND 30, ce n'est pas de passer les marchés pour les passer, pas d'acquérir des routes pour acquérir des routes. Il y a également des objectifs parallèles de développement des PME locales. Et c'est bien décliné dans le code. C'est pour cela que les dispositions du code prévoient que les dimensionnements des critères par les maîtres d'ouvrage doivent être faits en sorte de promouvoir le développement des PME locales. Donc c'est un objectif prioritaire. Il faut que les PME se développent parce qu'elles sont pourvoyeuses de la technologie, de l'emploi. Ça, c'est quelque chose de recherché. D'ailleurs, quand dans la SND 30, il est assigné l'objectif de porter la part locale de la commande publique à 60%. Ça comprend donc le développement des PME locales. Il doit pouvoir, n'est-ce pas, contribuer à l'émergence de ce qu'il a dit, les champions nationaux. Est-ce que ces PME locales donnent satisfaction au ministère des Marchés publics? Je dirais oui et non. Hein, parce qu'il y en a qui sortent du lot, qui se démarquent, qui réalisent des travaux. Il y en a aussi qui n'ont pas le niveau de capacité nécessaire à donner satisfaction. C'est pour cela que le ministère des Marchés publics a prévu, n'est-ce pas, a entamé il y a quelques années la catégorisation des PME dans le secteur de BTP. On place au-dessus, n'est-ce pas, du palier celles qui ont une certaine capacité de réaliser des travaux d'envergure, et ainsi de suite, jusqu'aux PME de basse classe. Il faut donc cette catégorisation. Tout cela, c'est pour permettre, n'est-ce pas, l'émulsion qu'est-ce que j'ai dit, une concurrence. Hein,
entre ces PME pour qu'elles aient également l'objectif de se développer pour se surclasser, aller à une classe supérieure. Monsieur Ndongo, Monsieur I Ndongo lève le doigt depuis quelques minutes. was going to ask a question which will enable him to take Yes, both go. because my question is at the level of monitoring. I was reading somewhere the text says that 40% of contracts should go to small and medium-sized enterprises, and he will answer that too. And the text also says somewhere, except I'm making a mistake, that 30% of the cash flow should be sent to these enterprises. Is that, do you monitor that? Is that effective? And at your levels, do you have this money coming to you? You will tell us about your experience over 30 years, and he will give us his experience as the CEO of Ogive Engineering Company. Bien, merci. Disons que les PME participent véritablement et de manière d'ailleurs très souvent appréciable à l'investissement public. Si vous regardez les données de l'Agence de régulation des marchés publics sur 2024, vous allez voir qu'on a attribué plus de 3500 marchés. On a signé d'ailleurs plus de 3500 marchés à des entreprises distinctes. Si vous enlevez les grosses entreprises, les multinationales, vous allez voir que la plupart des 3000 marchés ont été exécutés par des PME camerounaises. Le problème se trouve ailleurs, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est est-ce que ces entreprises sont suffisamment bien encadrées par les maîtres d'ouvrage pour qu'elles exécutent pleinement leur cahier de charges. Bien encadré signifie deux choses. Lorsque vous avez un marché, vous émettez des décomptes ou des factures. Il faudrait que ces décomptes et factures soient signés à temps, qu'elles ne perdent pas le temps dans le circuit. Première chose. Mais au final, il faut que vous soyez payé. Parce que les marchés publics, on ne paye pas si vous avez un marché de 100 millions. On ne vous donne pas les 100 millions, on vous les donne au fur et à mesure. De manière progressive. De manière progressive, en fonction de ce que vous avez exécuté. Donc, nous avons un problème majeur, c'est celui des paiements. Les entreprises camerounaises et PME, même si elles ont, pour gagner le marché, justifient d'une surface financière, cette surface financière est très vite consommée dès lors que les paiements ne suivent pas. Parce que pour un marché de 100 millions, par exemple, vous pouvez justifier d'une surface financière de 30 millions. Mais si vous commencez à consommer vos 30 millions, au bout d'un mois, vos 30 millions sont consommés, vous faites un décompte. Si le décompte n'est pas payé, hein, vous allez vous arrêter de travailler. Et c'est pour ça que vous va voir les marchés commencent à piétiner parce que les entreprises ne sont pas payées. Donc il faut accompagner véritablement les entreprises pour qu'elles soient plus efficaces. Parce que c'est notre tissu économique, c'est notre tissu industriel. Et les PME utilisent beaucoup de personnes. Hein. Quand on parle de lutter contre la création des emplois, le chômage, la création des emplois, c'est les PME qui nous garantissent justement que les emplois seront donnés aux Camerounais. Donc il faut les accompagner en libérant rapidement leurs décomptes et en payant à temps. Le code des marchés prévoit qu'on paye une entreprise 3 mois après qu'elle ait déposé son décompte. Si cela a été respecté, on aurait moins de cris. Mais nous avons aujourd'hui 9 mois. Moi, j'ai connu des paiements qui ont duré 2-3 ans. C'est-à-dire que je travaille, j'ai fini, je livre, j'ai fini de payer les experts, et puis 3 ans après, c'est 3 ans après que je suis payé. Bon, on va parler de difficulté de mobiliser les ressources financières. Mais les efforts doivent être faits pour améliorer l'exécution des travaux et la qualité du travail sur le terrain. Monsieur Nguetcho? Oui, les PME ont bien sûr leur place dans le développement de la nation. Seulement, il faudra aller plus loin, trouver les moyens pour les former. Parce que les entreprises sont créées, on pique le personnel à gauche et à droite, on constitue une équipe. Mais en fait,
l'entreprise même n'a pas les capacités pour réaliser les travaux. Il y a une année ici où des formations avaient été organisées au niveau du ministère des Travaux publics, où on formait des entreprises, on formait des missions de contrôle à faire leur travail. Donc, je pense qu'il faut penser à remettre ça sur la table et vraiment que les formations, parce que le travail de route, on voit c'est gros, terrasse et autres, mais c'est un peu aussi une chirurgie. At the level of the study of those years at the Ministry of Public Control, they should be able to see that. Oui. Je pense qu'il faudra intégrer et imposer au niveau de tous les maîtres d'ouvrage cette formation-là, quitte à peut-être avoir des preuves au niveau des critères de sélection des entreprises. Merci, M. Ngocho. On va... Sur la mise à niveau de nos entreprises, c'est pour dire que le gouvernement a fait des efforts. Au niveau du MINEPAT, on a le bureau de mise à niveau des entreprises qui essaye de... Effectivement, parce que le problème est réel, il faut que les entreprises cessent d'être des entreprises familiales et que ce soit des entreprises bien structurées avec le personnel et les compétences qu'il faut pour pouvoir effectivement exécuter, pour faire face aux défis des travaux routiers, parce que les défis sont énormes. Des efforts sont faits, mais il faut améliorer, il faut aller dans cette voie-là pour en faire encore plus. Nous avons parlé des difficultés de mobilisation des fonds pour le travail qui doit être réalisé sur le terrain. On note également que le président de la République, Paul Biya, a réorganisé le fonds routier pour le rendre plus efficace dans le processus de financement des travaux de construction et d'entretien routier au Cameroun. L'Ekinemboa a regardé dans ces textes pour nous en dire l'essentiel. Cameroon's roads have become a serious concern for citizens and authorities. President Biya has criticized the poor state of the road network, blaming the shortfalls on funding and poor governance. Of the 121,873 kilometers of road, more than half are dilapidated as a result of poor maintenance. Most paved roads in Cameroon are designed to last between 15 and 20 years if properly maintained. But why do roads deteriorate so quickly, and what is being done to extend their lifespan? Key national roads such as Douala-Yaoundé, Ngaoundéré-Garoua and Mora-Dabanga-Kuserif face constant pressure from heavy traffic. However, torrential rains also erode road surfaces, weaken foundations. Trucks carrying goods beyond legal limits damage pavements. Delays in repairs allow small cracks to turn into major potholes. The government faces a strategic decision: reconstruction or rehabilitation. With these, eyes were turned to the National Road Fund, seeking to understand what they have been doing. This pitfall of the National Road Fund saw its restructuring on July 2025 by President Paul Biya to give the structure fresh momentum. The overhaul aims to boost financial transparency, tighten oversight, and prioritize urgent roadworks, especially in rural and economically strategic areas. On the Ngaoundéré-Garoua corridor, reconstruction is seen as vital for national integration and trade. Meanwhile, the Mora-Dabanga-Kuserif corridor, crucial for security and cross-border commerce, is undergoing rehabilitation to restore a fluid circulation of goods and persons. By streamlining operations, the government intends to use resources more efficiently so that funds reach core maintenance projects. The Road Fund now has legal and financial autonomy and sits under the technical supervision of the Ministry of Public Works.
Its remit has widened. It will fund maintenance and also finance new roads and motorways, pay for studies and compensation, support road safety programs, and the protection of existing road assets, a role they didn't do in the past. The revamped National Road Fund is authorized to source and mobilize financing from domestic and international markets, in addition to collecting revenue streams such as transit taxes and road tolls directly, rather than relying entirely on the government budget. It channels these collections into routine upkeep and urgent repairs, ensuring that roads do not crumble prematurely. Stabilizing the entire network requires stronger maintenance, budget, better enforcement of axle load regulations, and innovative engineering solutions. The government is investing heavily, but challenges remain. For citizens, the question is simple: when will these efforts lead to smoother and safer journeys across the country? The restructuring of the National Road Fund, therefore, offers hope, promises greater transparency and efficiency. Thank you, Manfred Lekine Mboa, for that detailed report. And I want to come back and let's discuss this very rapidly because we're getting to the core of our subject. Where does financing come from for our road projects? Anybody who wants to take, should take. Financing comes from partners and from local resources, or the government resources. Donc nous avons deux types de financement principalement, les ressources propres du budget d'investissement public et puis les ressources que nous mobilisons auprès de nos partenaires financiers internationaux. Why are we having problems on projects not being completed? The superhighway Yaoundé-Douala, or Douala-Yaoundé, if you will. Donc, tout à l'heure, la question de trésorerie a été évoquée. Ça, il faut dire que c'est une réalité pour les marchés que nous finançons sur le budget d'investissement public. Ces derniers temps, nous avons de fortes contraintes sur la trésorerie et les flux de trésorerie ne sont pas rapides, ce qui impacte le rendement des entreprises. Ça, c'est une réalité sur les marchés financés sur ressources propres. Maintenant, pour les marchés où nous avons des partenaires internationaux, le problème se pose moins, sauf peut-être sur la partie fonds de contrepartie, parce qu'en réalité, lorsque nous avons des partenaires, le gouvernement supporte environ 10 à 15% des financements. Is that the case with the Yaoundé-Douala road? L'autoroute Yaoundé-Douala, c'est de l'autoroute que vous parlez? Oui. L'autoroute Yaoundé-Douala est dans sa phase 2 qui permettra de quitter de Bibodi à Douala. Ça fait 140 km environ. Et pour cette autoroute, la maturation technique, ce sera un projet en conception-réalisation. Le nécessaire est fait. C'est-à-dire que l'entreprise que nous mobilisons fait des études et réalise les travaux. Nous sommes au stade de bouclage du financement de la première section. Donc, on va commencer quand? Donc, le contrat est... L'entreprise peut déjà se mobiliser. Il y a des questions de libération d'emprise qui empêchent un peu le déploiement de l'entreprise parce que l'entreprise est disposée à anticiper sur la signature de la convention de financement et à commencer sur ressources propres. But that's foreign. Let's look at Yaoundé Airport. From Yaoundé Airport to the town, and say what is happening with that one? C'est vrai que c'est un projet qui relève du ministère de l'Habitat et du Développement. Bon, on va y revenir plus tard parce qu'on ne peut pas parler des choses qui ne sont pas ici. Mais déjà, it's good for the public to know. Oui, et nous allons parler des financements et des coûts des projets qui sont très élevés comparativement à ce qui se passe dans d'autres pays. L'autoroute Yaoundé-Douala, la première phase, on l'évalue autour de 350 milliards de francs CFA. C'était prévu pour quelques années seulement, mais de 2014 à 2021, ça fait un peu plus de temps que prévu. La deuxième phase, c'est entre 880 milliards et 1072 milliards de francs CFA. On a l'impression que chez nous, les coûts sont toujours un peu plus élevés et prohibitifs. Monsieur le directeur général.
Oui, nous avons eu connaissance de ce débat sur les coûts qui seraient élevés au niveau des travaux que nous faisons ici au Cameroun. Nous menons des réflexions, mais ce qu'on peut dire a priori, c'est que nous devons faire l'effort de comparer aussi des choses semblables. Parce qu'une route, c'est sa géométrie, le nombre de voies, c'est sa structure, les différentes couches qui constituent la route. Et nous ne sommes pas sûrs que lorsqu'on prend les routes construites dans les pays voisins, nous sommes dans le même relief, nous utilisons les mêmes matériaux, nous utilisons... Mais il y a eu des études préliminaires, monsieur le directeur général, qui permettent de maîtriser toutes ces... Oui, c'est pour dire que nous travaillons à optimiser les coûts, mais nous ne partageons pas totalement l'idée selon laquelle les coûts sont prohibitifs au Cameroun. Il peut arriver que certains projets, la moyenne soit un peu élevée, mais beaucoup d'aspects rentrent aussi en compte. Par exemple, la concurrence. Lorsque c'est peut-être un marché sur lequel il n'y a pas eu de concurrence, on s'attend à ce que l'entreprise maximise ses bénéfices. Ça peut être un paramètre. Mais lorsque nous sommes aussi peut-être dans un environnement économique qui fluctue, lorsqu'on augmente par exemple le coût des carburants, ça a un impact sur les coûts des travaux routiers. Donc il y a beaucoup d'aspects qu'il faut regarder avant de se prononcer sur le niveau des prix dans un projet routier. Donc la première phase a duré 11 ans. La deuxième phase, qui est un peu plus longue, pourra durer, disons, un demi-siècle. Oui, l'objectif est de faire plus court sur la deuxième phase. Mais pourquoi la première phase a pris tout ce temps? Il y a eu des contraintes. On a eu des problèmes de libération d'emprise où le chantier a été bloqué pendant longtemps. On a eu parfois des problèmes de déboursement des ressources financières. Donc, il y a eu des difficultés réelles qui ont conduit à ce délai d'exécution. Nous pensons que dans cette phase, fort de l'expérience passée, nous pouvons faire mieux. Monsieur Paldou? Oui, l'optimisation des coûts de construction des infrastructures est une préoccupation normale. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, mais comme il a dit, l'élaboration de coûts dépend de plusieurs paramètres. Il a déjà parlé du profil de la route. Le cas de l'autoroute Yaoundé-Douala, par exemple, c'est une autoroute à 2 fois 2 voies extensibles à 3 voies. C'est-à-dire que lorsque les conditions économiques l'exigeront, on pourra poser donc des voies supplémentaires qui sont déjà prévues. Et les ouvrages ont été construits en tenant compte de ces paramètres. Mais il y a également les conditions de construction, de réalisation de la route qu'il faut prendre en compte. Vous ne pouvez pas comparer les coûts de réalisation d'une route, d'une zone sahélienne par exemple, avec des zones forestières où vous avez toute une montagne à casser, pour le dire terre à terre, pour que les gens le comprennent. Ça impacte forcément sur le coût. DG. Mais il faut aussi être... With your permission. Yes. With your permission. Yes. This costs, I don't think that is my personal view. I don't think that these costs are only at the level of construction. I think that the costs are spread even at the level of conception. And if we say in English, there's no smoke without fire. If you see people already saying that our costs are exorbitant, it means that among those who are saying that our costs are exorbitant, we have experts. Of course. So where do we have much of the costs being swallowed into? Where do we have the costs? Is it at the level of construction? Is it at the level of consumption? Where do we have it? It's all of that. All of that. The cost is not set at the level of construction. It is before the construction, at the level of the studies. We have to conceive the roads and so on. It's all about this. It is not just at the level of construction. But I'm giving just some elements to be taken into consideration when we talk about the cost of infrastructure. So that we have to compare some things that are comparable. We cannot just speak like this without having the element, the concrete element of comparison. That's what we are
we are saying. And this infrastructure is amongst also the first of this nature that we are constructing. We have also to pay cost of l'apprentissage. Ça, il faut aussi intégrer ça dedans. Okay, we'll have the opinion of... Et en termes d'optimisation de coûts, je voulais quand même vous rappeler, à la suite de mon collègue, que le prix que vous avez annoncé, quand on a été optimisé, on est parti de 40 km qui était prévu à 60 km. Là, il faut également prendre ça en compte. Et peut-être préciser qu'il reste indicatif, parce Voilà. que vous avez dit que nous sommes en conception, réalisation. Donc, dans la phase conception, on pourra l'optimiser. Monsieur Ndongo, sur le coût des prestations, le coût des ouvrages, des infrastructures. Il faut dire que le coût des ouvrages intègre à la fois le coût des études, le coût des contrôles, le coût de l'encadrement du projet, et il faut aller plus loin, le coût de l'entretien plus tard et du fonctionnement. Je prendrai un seul exemple, la portion d'autoroute qui est construite aujourd'hui, qui est donc mise en service. Si vous y allez aujourd'hui... Mise en service partiellement. Partiellement, oui. Si vous y allez aujourd'hui, alors que c'est partiel, la mise en service, vous allez remarquer que la route a commencé à être détruite. Les glissières, les gens les démontent, les clôtures, les gens les démontent, les usagers rentrent dans la route. On devrait commencer à l'entretenir dès maintenant. On ne va pas attendre que toutes les glissières soient parties et tout. Donc, c'est ça qu'on appelle le coût d'un projet. C'est pour cela qu'il faut savoir quelle est la dimension coût qu'on est en train de remettre en cause. Maintenant, au-delà de ces coûts, j'ai un problème de manière générale, la manière dont nous prenons en charge nos projets. Les questions de libération d'emprise, d'indemnisation des riverains et tout, c'est des questions qui, en réalité, d'après notre code des marchés, sont des questions qui doivent être gérées au moment de la maturation des projets et non au moment de l'exécution des projets. Or, nous trouvons beaucoup de nos projets sont retardés parce qu'on va commencer à libérer les emprises au moment de l'exécution, après que l'entreprise a été choisie. Et à ce moment, on commence à se poser des questions. Comment les études ont-elles été faites, les études ont-elles été faites si les emprises n'étaient pas libérées? Donc, il faut remettre le cycle de projet dans sa dimension, dans son organisation claire. On mature le projet. Et dans la maturation du projet, on identifie les besoins, on le cale, on arrête les objectifs. Et après, maintenant, on commence à faire ce qu'on appelle la conception du projet. Pendant la conception, donc, on identifie tout ce qui doit être fait. Les thèmes de référence des études sont donc faits à ce moment-là parce que pour qu'on vous donne une bonne étude, il faut qu'il y ait eu des bons thèmes de référence avant. Étude pour étude, si vous n'avez pas de bons thèmes de référence, si vous n'avez pas de bons... de bons déterminants, vous allez avoir une mauvaise étude après. Donc, le problème qui se pose en réalité, c'est qu'il faut bien faire la maturation des projets. On parle de construire aujourd'hui la deuxième phase. Je ne sais pas quel est le niveau de maturation qui a été fait pour que la deuxième phase soit engagée. Mais en réalité, là-dedans, on devrait déjà être en train de libérer les emprises pour que l'entreprise ne vienne pas se retrouver avec ce problème. Et commençons à vous dire qu'elle est mobilisée et avoir des surcoûts sur le projet. Monsieur le directeur général des travaux d'infrastructure au ministère des Travaux publics, on a beaucoup parlé de la route Ngaoundéré-Garoua ces derniers temps. Le chef de l'État en a également parlé en termes d'activités à mener pour améliorer le trafic sur cet axe-là. Où en est-on? Oui, la route Ngaoundéré-Garoua, c'est une route qui avait déjà atteint sa durée de vie et qui devait passer en réhabilitation.
avant de pouvoir mobiliser les ressources, ou en reconstruction, on va dire. Define those terms because Oui, en reconstruction, parce que là, on reprend toute la structure de chaussée, on élargit certains profils et on reprend les ouvrages. Voilà, donc on reconstruit en réalité cette route. Donc je disais, avant de pouvoir mobiliser les financements pour sa réhabilitation, on a pu faire de l'entretien. Mais il faut relever que l'entretien n'était plus adapté. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de plaintes parce qu'on travaillait, mais immédiatement après ça se dégradait. L'entretien n'était plus l'option technique appropriée pour résoudre le problème qui se posait. Aujourd'hui, nous avons déjà passé les contrats de réhabilitation. Les entreprises sont mobilisées, sont en train de s'installer et les premiers travaux préparatoires ont démarré sur cet axe. Qui finance ce projet? Le projet est financé par la Banque africaine de développement. Oui. Nous avons 5 lots de travaux sur cet itinéraire, 5 lots de travaux pour à peu près 242 milliards. Pour quel délai, monsieur le directeur général? Pour 3 ans. Pour 3 ans? 3 ans. Un extreme north? Également dans la zone de Magada, Moradabanga, Kousseri, nous avons également aujourd'hui déjà les entreprises mobilisées sur le terrain, sur financement Banque mondiale. Donc nous pensons que dans les prochains mois, les souffrances des populations seront considérablement allégées. Nous allons observer une petite pause avant de passer à la dernière articulation de notre programme. Vous êtes de retour sur ce plateau de PRC-TV, la télévision de la présidence de la République du Cameroun. Nous amorçons la dernière partie de cet échange avec nos experts et nous allons parler de la gouvernance dans le secteur de la construction et de l'entretien routier au Cameroun. Il y a des pratiques, on en a parlé déjà à un moment donné du programme, le gré à gré, les travaux en régie, les avenants. Ne sont-ce pas là des niches de promotion de la corruption dans cette activité qui est très importante et qui absorbe beaucoup de ressources de l'État? Not just corruption and accountability. Monsieur le titulaire. Merci, nous n'allons pas peut-être le dire comme ça parce que ce soit le gré à gré, les travaux en régie ou les avenants, c'est des mesures qui sont réglementées, qui rentrent dans la réglementation. Mais peut-être le problème, c'est la mise en œuvre de ces mesures qui les abus constatés qui peuvent être problématiques. Mais chacune de ces mesures a sa place, à condition qu'elle soit faite suivant la réglementation en vigueur. Monsieur le directeur général, comment est-ce que vous encadrez ces 3 notions dans le secteur que vous animez? D'abord, toutes ces procédures sont encadrées, sont codifiées par le code. Et le gré à gré, il y a des conditions d'octroi du marché de gré à gré. Et on suit dans ces conditions, il y en a 4 que je ne peux pas citer. Il faut citer. Voilà. Il y a le monopole, c'est-à-dire quand l'entreprise se trouve la seule à exécuter la prestation. Il y a la nécessité de remplacement en cas d'urgence d'une entreprise défaillante. On ne va pas... Il y a une urgence impérieuse motivée par des circonstances telles qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, suivre la procédure d'appel d'offres. Il y a une 4e condition, c'est-à-dire la continuité. C'est-à-dire vous avez gagné un marché de bâtiment et qu'il faille continuer les travaux. Pour poursuivre les travaux. Voilà les 4 conditions. Donc, en plus de cela, il y a, n'est-ce pas, des standards internationaux internationalement admis qui voudraient que le volume des marchés de gré à gré ne dépasse pas un certain pourcentage. Non, tout cela est respecté, monsieur le directeur général. Voilà. Tout cela est respecté? Oui, c'est respecté. Et de 3, même dans le gré à gré, il y a une concurrence. Parce qu'il y a 2 cas parmi les 4 là qui font toujours appel à la mise en concurrence d'au moins 3 entreprises. Il faut le comprendre. So, but we find contracts, yes, people already constructing roads or bridges, and whereas we don't see it in the newspapers, the newspaper publishes when the contract has already expired.
Can you explain that? Non, Est-ce qu'on fait suffisamment de publicité sur les marchés qu'on attribue? non, justement, le gré à gré, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de publicité. Ça, il n'y a pas une obligation de publicité. D'accord? Bon, mais dans le but de promouvoir la transparence, tout ça, on peut publier le nom, n'est-ce pas, des attributaires. Donc, vous parlez des marchés qu'on attribue, alors que les ouvrages ou bien le démarrage des travaux a déjà eu lieu. Oui. Bon, ça c'est des dysfonctionnements. The level of communication. Voilà, c'est des dysfonctionnements. L'attribution est préalable, n'est-ce pas, au démarrage des travaux. Okay. Donc c'est encadré de toutes les manières, que ce soit la régie, Monsieur Ndongo. No, we want to thank them for their views because this I would say government people. Monsieur Let Ndongo. us see the view of those who are not government people, who work with government. What is your view on this issue of governance? First to you, CEO Ndongo. Disons que le cadre réglementaire des marchés permet qu'il y ait la transparence, qu'il y ait l'égalité de traitement des candidats, qu'il y ait le libre accès à la commande publique. Le problème peut se poser dans les comportements des acteurs. Si le maître d'ouvrage décide de lancer un appel d'offres et qu'il ne publie pas l'appel d'offres, parce qu'on exige que l'appel d'offres soit publié dans le journal des marchés publics, qui est lui-même un journal connu de tout le monde, et que tous les potentiels soumissionnaires consultent tous les jours. Ouais. Donc c'est ça qui donne le top, le go-ahead par rapport à l'appel d'offres. Donc si ce n'est pas publié, c'est un problème. Parce que on a connu des cas où certains les cachent sous la table et ne les ressortent qu'à 2 ou 3 jours c'était un mauvais jeu. De dépôt des offres. Bon, ça, on appelle ça des comportements. Deuxièmement, il est prévu que quand le résultat de l'appel d'offres, qu'il soit également publié, parce qu'il ouvre droit à ce qu'on appelle les recours. Si vous vous sentez lésé dans une procédure, vous pouvez donc aller faire un recours. Et ce recours-là, vous saisissez l'autorité des marchés qui va vous remettre dans vos droits. Parce que lui n'est pas acteur. Il fait partie des acteurs stratégiques, il n'est pas l'acteur opérationnel. Donc, si vous avez raison, ils vont vous remettre dans vos droits. Et il est prévu que vous ayez le rapport d'analyse. C'est-à-dire que vous demandez le rapport d'analyse, on vous le donne, vous regardez si on vous a bien noté ou pas. Donc tout ça, c'est des éléments de transparence qui existent dans le code. Qui sont prévus. Maintenant, les comportements des acteurs peuvent amener à ce que ça ne se fasse pas. All right. Donc c'est pour cela qu'on va donc commencer à parler de ce que vous avez appelé le mauvais jeu. Et tout ça. Okay, the President of the Republic has taken a commitment. That commitment was taken on the 27th. When he was being sworn in as the President of the Republic. And that commitment was to provide road infrastructure to Cameroonians such that they can move from one corner of Cameroon to the other. Now they have had their opinions. You are in the private sector, so to speak. Have you got something to say on this issue of governance? And maybe you link up with your last word? Bien sûr, le problème de gouvernance s'observe. Ce n'est pas seulement au niveau des passations de marché, même au niveau de l'exécution des marchés. Au niveau des passations de marché, le code est clair, les textes sont là, le problème se pose au niveau de leur mise en œuvre. Maintenant, à l'exécution, le gros problème, c'est le paiement, comme l'a dit M. Ndongo. Parce que quand une entreprise n'est pas payée, un contrôleur qui n'est pas payé devient fragile. À la part qu'on peut lui tendre. Donc, la lutte contre ce problème de gouvernance au niveau de l'exécution, c'est de payer à temps. Il faut payer à temps les prestataires. Oui, peut-être je voudrais ajouter qu'il ne faut pas perdre de vue que les sanctions existent et qu'elles sont
de temps en temps appliquée. Je vais même dire, dans certains départements ministériels, c'est tolérance zéro. Chaque fois qu'il y a eu dysfonctionnement, il y a eu des sanctions. On a vu le ministre des Marchés publics souvent suspendre certaines entreprises. On a vu le ministre des Travaux publics résilier les contrats qui ne s'exécutent pas convenablement. Donc, face aux problèmes de gouvernance, il y a quand même des mesures qui sont prises. Monsieur le directeur général, avant de donner votre dernier mot, très rapidement, que sont devenus le Madjeni et le Labogénie? Le Madjeni et le Labogénie sont là. Le Madjeni est en réforme parce que c'est une entreprise qui nécessite... qui se meurt. Oui, qui se meurt, mais le gouvernement a pris à bras le corps la situation du Madjeni et il y a un plan de remise à niveau qui est élaboré. Donc, il nécessite peut-être des besoins de financement, mais cela se fera sûrement dans les prochains jours. Le Labogénie, il est là. On va dire qu'il fonctionne à peu près normalement. Il n'y a pas de gros problèmes au Labogénie. En guise de conclusion, on va revenir sur l'engagement pris par le président Paul Biya de relever le niveau des infrastructures routières au Cameroun en 2026 et un peu plus. Qu'est-ce qui est prévu au ministère des Travaux publics pour accompagner cet engagement ferme du chef de l'État? Oui, le chef de l'État a annoncé un plan de reconstruction et de réhabilitation de nos routes nationales. Nous pouvons dire que dès 2026, et il a également annoncé la pratique de la haute intensité de main-d'œuvre pour donner de l'emploi aux jeunes et aux femmes. Nous pouvons annoncer que dès 2026, nous allons Gaoundé-Garoua est lancé en termes de reconstruction. On a également dit que Moradabanga-Kousseri est relancé en termes de réhabilitation. Nous avons dans le pipe la réhabilitation et la nationale numéro 3. Douala-Yaoundé. Nous sommes en pourparlers avec les bailleurs de fonds et nous pensons qu'avant la fin de l'année 2026, nous pourrons au moins obtenir le financement, sinon lancer déjà les appels d'eau pour la réhabilitation de cette route. C'est la même chose pour la nationale numéro 5, Douala-Bafoussam, où nous avons déjà un partenaire technique et financier, la BID, qui nous accompagne et nous sommes en préqualification des entreprises. Donc le plan est en marche, nos routes nationales seront réhabilitées ou reconstruites selon le cas. Et l'autoroute? Et pour l'entretien, l'autoroute aussi, la phase 2 est lancée. Et dès les prochains jours, je vous ai dit, dès que les contraintes de libération d'emprise seront levées, les travaux vont démarrer. Donc nous pensons qu'avant la fin du mois de janvier, nous allons vous inviter à filmer les premiers dégagements sur l'autoroute Yaoundé-Douala. Merci de l'invitation. Et votre conclusion? Et pour terminer, sur l'entretien routier également, nous avons une dotation de plus de 47 milliards au fonds routier qui nous permettront d'entretenir plus de 5500 kilomètres de route et puis 2900 mètres linéaires d'ouvrages d'art, dont nous pensons que les perspectives sont prometteuses. Nous allons conclure ce programme. Monsieur le directeur général, vous gardez la parole pour la conclusion. Quel est votre mot de fin? Promising them that we will talk about privatization in our next edition. On va parler de... Nous reviendrons sur votre mot de fin, s'il vous plaît. Donc, notre mot de fin, c'est que nous sommes inscrits dans les 13 autres orientations du chef de l'État. Il faut améliorer l'état du réseau routier national. Et nous travaillons à ce que cela soit effectif dès les premiers mois de 2026. Je vous ai cité un certain nombre de projets envisagés là. Il y en a d'autres parce que nous avons un plan directeur routier, nous avons une stratégie nationale de développement. Et nous pensons qu'à l'échéance 2030, nous allons accompagner le pays vers son émergence. Monsieur le directeur général. L'engagement du chef de l'État a conçu des directives pour le département ministériel, que le MINMAP, qui travaille, n'est-ce pas, à mettre en place dans des cadres pour faciliter auprès des maîtres d'ouvrage, n'est-ce pas, la passation des marchés. Par exemple, par la dématérialisation qui sera effective obligatoire à tous à partir du 1er janvier 2027, par la catégorisation des entreprises et par des réformes qui partent, n'est-ce pas, vers la passion des marchés durables, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas seulement en compte la réalisation, n'est-ce pas, des travaux, mais tout ce qui doit accompagner pour la satisfaction totale, n'est-ce pas, des populations riveraines, dont le MINMAP travaille sans cesse à cela pour accompagner le maître d'ouvrage dans le processus afin que les objectifs soient atteints. Monsieur Ndongo, votre accompagnement dans les engagements pris par le chef de l'État devant les populations camerounaises? Bien, merci. Déjà, il faut dire que
le chef de l'État, dès qu'il a dit, les entreprises, les bureaux d'études se sont sentis ragaillardis et elles ne sont prêtes à accompagner fortement d'ailleurs les pouvoirs publics pour que ce vœu du chef de l'État soit réalisé. Mais il faut le dire, pour que les entreprises ne se retrouvent plus fragilisées, il faudra mettre l'accent sur la question de financement. La question de financement des prestations réalisées. Bon, c'est peut-être, nous appelons ça question de financement. La trésorerie, c'est pour l'État, mais nous voulons que nos travaux soient payés à temps. Première chose. Deuxième chose, conseiller les maîtres d'ouvrage à faire des maturations efficaces de leurs projets. La maturation efficace va permettre qu'on ait moins de problèmes au moment de l'exécution des projets. Voilà un peu. Et enfin, on a parlé d'entretien routier. Il faut serrer les choses. Il faut que l'entretien se fasse à temps. Et méthodiquement. À temps. Chaque chose en son temps. Ne pas attendre. Parce que quand on attend, ça devient très lourd après. Monsieur Nguetcho, votre mot de fin? Oui, le secteur privé est engagé à accompagner, à jouer son rôle pour l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'État. Et des doléances vont à l'endroit de partenaires de l'administration qu'ils intègrent absolument la notion de qualité au niveau de la maturation des projets, au niveau de l'attribution et également au niveau de l'exécution. Et surtout, à la fin, qu'un accent soit mis sur le paiement des décomptes des prestataires. We are actually very grateful to all of them for investing their time in us. When I say us, I'm referring to PRC TV and for educating our public on so many issues that they probably didn't know. In any order, I'm going to just indicate your names again. Mr. Nguetcho Denny, who is a consultant in civil engineering, and we have a CEO here, Mr. Ndongo Zipang Bruno, who is also Zinga, who is also a top civil engineer and the CEO of OGIF Engineering Company. I appreciate your presence here, Mr. Paul Christophe. You are the Director General of Infrastructure Contracts in the Ministry of Public Contracts. And this time around, I'll end with you, Mr. Mbela Ebumbu Jean-Michel. You are the Director General of Infrastructure Works in the Ministry of Public Works. Before we go, I will say Happy New Year to all of you, and I wish that the new year, 2026, brings you abundant blessings and all what you want in your respective families. And I want to appreciate also our technical crew and the hierarchy of PRC TV. Restez sur les programmes de la PRC TV, la télévision de la présidence de la République du Cameroun. Merci pour votre attention.